Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise et nous commençons par ce prélude au Forum d'affaires Rwanda-Royaume-Uni qui rassemble depuis ce lundi à Kigali des décideurs politiques de haut niveau et des chefs d'entreprise des deux pays afin de stimuler le commerce et les investissements. L'ambassade de la Grande-Bretagne au Rwanda, l'ambassadeur Omar Der, dans un entretien avec RBA, a fait savoir que ce forum va se focaliser sur la mise en réseau et de discussions autour des opportunités commerciales, offrant ainsi aux investisseurs britanniques un aperçu du potentiel qu'offre le Rwanda. Et les détails. Yeah, I'm very excited about this forum. It's the first time we've ever done anything like this in Rwanda. Nous sommes heureux que ce forum se tienne pour la première fois ici au Rwanda et cela se réfère au partenariat que nous avons avec l'agence rwandaise de développement RDB parce qu'avant toute autre chose, ce que nous voulons montrer, c'est l'image du Rwanda en tant qu'une place favorable au commerce et montrer également les opportunités que des entreprises commerciales britanniques peuvent exploiter. Je suis persuadé que cela peut aider à mieux comprendre la nécessité d'investir au Rwanda. Cela concerne également la manière d'accroître la collaboration relative aux échanges entre les deux pays. Et puis, la raison majeure de tout ceci, ce sont les bonnes relations de coopération existantes entre le Rwanda et la Grande-Bretagne qui visent le développement de différents secteurs, dont l'éducation et d'autres. Et cela a donné des bons résultats, mais parce que nous n'avons pas une longue histoire avec le Rwanda comme nous l'avons avec d'autres pays du continent africain, je veux dire ici l'histoire en rapport avec la colonisation. Nous voulons donc mettre en place avec vous une autre histoire et accroître la coopération dans le domaine commercial entre des entreprises commerciales du Rwanda et de la Grande-Bretagne. Nous aurons donc une grande équipe de ceux qui vont participer à ce forum en provenance de la Grande-Bretagne et il y a d'autres venus d'autres pays. Il y aura des représentants du gouvernement britannique et je suis persuadé que ceci ne sera comme un début parce que nous avons déjà des investisseurs britanniques ayant des activités ici et je crois qu'il va s'agir d'un forum visant à booster cette coopération jusqu'à un niveau supérieur. Le forum va mettre en lumière des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture, les services financiers et professionnels, l'économie verte, les infrastructures et les minéraux essentiels. Les observateurs et analystes avisés du monde politique estiment que les pays de l'espace francophone doivent redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption afin d'assurer davantage le bien-être des populations. Cela intervient alors que l'Organisation internationale de la francophonie intensifie ses efforts dans la lutte contre la corruption. Les détails avec Jean Damascène, Manichib. L'Organisation internationale de la francophonie déplore ces dernières années la recrudescence des crises politiques et sécuritaires dans le monde francophone, ce qui, pour certains, s'explique par la corruption qui mine tout développement possible dans l'espace francophone. D'après la Banque mondiale, dans l'indicateur de la bonne gouvernance publié récemment, plusieurs pays de l'espace francophone sont encore à un niveau très bas dans la lutte contre la corruption, même si cet espace compte aussi les pays qui ont réalisé de très grands progrès. Nous avons 4 pays de la famille francophone qui font partie de ces pays qui font montre d'une très grande efficacité dans la lutte contre la corruption, qui sont la Suisse, donc c'est la Suisse, et ça fait plaisir que son Excellence le Président était là, c'est aussi les Seychelles, mais c'est aussi le Luxembourg et le Canada. Donc nous avons 4 pays qui, dans notre famille, qui sont vraiment très performants. Deuxièmement, la moyenne de la famille francophone se situe en bas des 50%, ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus à faire que des réussites. Troisièmement, dans la famille francophone, il y a ce que j'appelle les zones de grande inefficacité. Donc, on a 7
9 pays de la famille francophone qui font partie de ces pays qui ne font pas même 10% d'efficacité dans la lutte contre la corruption. Et malheureusement, 7 de ces 9 pays se trouvent en Afrique. Et les 2 qui ne sont pas en Afrique, c'est le Haïti et je crois le Cambodge. Et les autres du continent africain, vous y trouverez le Burundi, les 2 Congos, vous y trouverez aussi bien d'autres, la République centrafricaine et bien d'autres. La corruption est un fléau qui mine l'évolution de l'humanité tout entière et ses conséquences sont dévastatrices sur la vie entière des pays et il est urgent d'agir. Pourtant, derrière ces chiffres, il y a des humains, il y a des personnes qui sont directement impactées. Et comme vous parliez, Madame la Secrétaire Générale, tout à l'heure, d'une perte de confiance, une perte d'espoir entre les jeunes et le gouvernement. Et effectivement, il y a une perte de la cause politique, il y a un rejet de la classe politique dans sa globalité dans tous les pays aujourd'hui qui subissent la corruption. Et non seulement cette perte d'espoir, elle se fait ressentir au niveau des jeunes, mais elle se fait ressentir au niveau de toute la population, que ce soit des adultes, que ce soit le père de famille, que ce soit la mère de famille, que ce soit l'enfant. Nous subissons tous les conséquences de la corruption. Et j'aimerais aussi dire que la raison pour laquelle je pense que les jeunes aujourd'hui perdent autant espoir, c'est surtout parce que nous avions cru à un pays qui aurait pu prospérer. Nous avions cru que la crise économique aurait pu être arrêtée parce qu'elle aurait pu l'être. Nous avions cru que nous aurions pu changer les institutions, que les institutions auraient pu être plus adaptées aux volontés des personnes. Sauf qu'au final, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que c'est vraiment ça la tragédie de la corruption, c'est que nous avons des personnes politiques au pouvoir qui s'éloignent, qui sont très loin des volontés du peuple. Et un réseau s'installe, un réseau de connaissances et qui dure aussi grâce aux connaissances personnelles qui se font entre les gouvernants. Et donc, cela fait qu'il y a une certaine impunité qui se crée. Et cette impunité, elle est difficile à décortiquer, elle est difficile à changer, et elle est difficile aussi à faire améliorer. Et donc, j'aimerais dire aussi qu'au-delà de la perte de confiance entre les citoyens et l'État, il y a également une conséquence sur le développement. Ce sentiment est partagé par le président de Seychelles, qui indique que les pays doivent essayer plus de passer à l'acte, loin de se contenter des bons textes qui restent souvent lettres mortes. Nous sommes tous contre la corruption et il faut bien que nous soyons beaucoup plus actifs. Et ici aux Seychelles, comme je disais tout à l'heure, c'est au centre du développement. Nous luttons contre la corruption, toutes sortes de corruption. Et donc, en conclusion, je veux dire que la lutte contre la corruption est un impératif essentiel pour garantir une gouvernance intègre et transparente au service de nos populations. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, indique que les échanges d'expériences entre nations peuvent permettre au monde entier d'évoluer vers un monde libéré de la corruption. Tout d'abord, le fait qu'il y a une nécessité d'impulsion politique, au-delà des textes. Parce que beaucoup de nos pays ont tout ce qu'il faut dans nos textes fondamentaux, dans la loi, mais l'impulsion politique par l'action. Ça, je pense que c'est vraiment un des meilleurs enseignements. Ensuite, l'importance pour les États d'institutionnaliser la lutte contre la corruption. L'importance de créer des voies qui sont claires et qui signalent la corruption. Troisièmement, encourager la concertation au niveau national, que la lutte contre la corruption soit une tâche nationale qui n'est pas réservée que à l'auditeur général, à la justice, mais que ce soit qu'il y ait même une approche didactique, qu'on en parle, qu'on n'ait pas peur d'en faire un sujet de préoccupation au niveau national, d'où une certaine coordination aussi.
Quatrièmement, qu'il faut garantir les canaux d'utilisation. Je pense que quand on sait que personne n'est intouchable dans un système, ça aide aussi. Et parfois, quelques exemples suffisent pour dissuader. Donc, la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité, qui va aussi avec la protection des personnes qui signalent la corruption, parce que c'est souvent un moyen de dissuader ceux qui luttent contre la corruption. Et en tout dernier lieu, garder en ligne de mire le bien-être des citoyens, d'où l'importance de les associer. La lutte contre la corruption ne peut pas être une affaire des institutions qui sont créées, qui sont désignées, mais ça doit être un exercice qui vise à améliorer le bien-être des citoyens. Et je m'arrête là, je sais que... Dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'Organisation internationale de la francophonie vient d'organiser des conversations francophones autour de cette thématique, une occasion d'inviter les nations francophones en particulier à faire de la lutte contre la corruption leur priorité. Presque 30 années viennent de s'écouler depuis l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et la distribution de l'électricité au sein de la population est à hauteur de 74,5%. Les citoyens qui en ont accès admettent qu'elle a favorisé leur développement. Ils affirment que c'est grâce au gouvernement visionnaire du Rwanda à qui place le citoyen devant toute autre chose. Les détails avec Kassim Youssouf. Des infrastructures pour la production et la distribution de l'électricité après le génocide perpétré contre les Tutsis est l'un des facteurs qui prouvent que le développement est possible, comme le président de la République n'a cessé de le dire et souligne que cela s'est basé sur le choix qu'a fait le pays. Abanyarwanda bari barazahaye. Les Rwandais étaient dans un état lamentable, mais nous avons adopté 3 choses essentielles sur lesquelles nous nous appuyons jusqu'à présent. La première, nous avons préféré l'unité, rester unis au lieu de nous diviser. La deuxième que nous avons choisie, c'est que nous devons nous-mêmes faire ce qui nous convient et que notre action soit visible à tous ceux-là qui en sont bénéficiaires. La troisième chose que nous avons choisie, c'est une approche visionnaire. Les habitants du secteur de Ngombo en district de Rusizi n'ont aucun doute sur le développement pour tous, eux qui ne croyaient pas que des câbles électriques pouvaient passer par-dessus le lac Kivu. Je pense que nous avons ici l'électricité depuis 2010. La nuit à Ngombo, c'était l'obscurité et les gens se servaient de lampes à pétrole et ceux qui n'en avaient pas se servaient du bois en ignition. Avant 1994, lorsqu'on s'interrogeait à propos de l'électricité, on disait que les câbles ne pouvaient pas passer par-dessus le lac Kivu. batubwiraga yuko umuriro udashobora kugera ku ngombo ntaho waca kugira ngo ugere ku ngombo. Icyo umuriro waje uhindura iyo wajyaga kwivuza ku kigo nderabuzima bakagutuma ibizami kugira ngo. L'électricité a favorisé des changements, notamment dans le domaine de la santé, où les tests sanitaires se font maintenant sur place. Avant, pour avoir les résultats des tests médicaux, c'était un problème. En 2000, le taux d'accès à l'électricité était de 2% et maintenant il est à hauteur de 74,5%, dont 50,9% par le réseau national et 23,6% par l'énergie renouvelable. Les habitants du centre de Kajugujugu, dans le secteur de Murunda, en district de Rutsiro, ne sont pas restés à la marge dans l'exploitation de l'électricité à laquelle ils ont accès depuis peu de temps.
L'électricité nous a permis de démarrer une activité de soudure ici. Même si elle n'est pas assez, nous nous en servons tel que c'est. Au cours des 20 dernières années, des centrales électriques pour la production de 383,4 MW ont été construites, dont 148 MW par des centrales hydroélectriques, soit 34%, la tourbe 85 MW, soit 20%, et 79 MW à partir du gaz méthane, soit 18,5%. Les centrales électriques communes aux pays voisins et l'énergie renouvelable fournissent 13,5%. La population indique qu'elle ne sait pas comment exprimer sa gratitude au leadership du pays qui a pensé à son sort pour l'avoir tiré de l'obscurité. On se servait des lampes minables à pétrole et des bougies pour avoir de la lumière lorsqu'on rentrait de nos occupations du quotidien. Que Kagame soit béni dans ce pays. Avant que je n'entende pas son nom prononcé ici, je n'avais jamais vu tout ça ici. Comment comprendre que cette place est si magnifique, que cette route est bien éclairée comme vous le voyez? Chaque jour au Rwanda, 208 MW d'électricité sur 383,4 produits sont consommés et chaque année, ceux qui en ont besoin augmentent de 10%. Le ministère des Infrastructures souligne que l'activité de distribution de l'électricité se poursuit afin que l'objectif que le pays s'est fixé soit atteint. Les stratégies nationales de transformation NST1 prévoient que l'année 2024 sera achevée alors que 100% de la population nationale ont accès à l'électricité. L'intelligence artificielle a subi de nombreuses transformations ces dernières années avec un impact significatif sur la vie mondiale. C'est après voici 5 percées de l'intelligence artificielle l'an dernier. Les détails avec Winnie Nkurunziza. Avant de revenir sur l'intelligence artificielle, dans notre page, cette page, pour en savoir plus, rendons-nous à présent en Afrique de l'Ouest, où le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé simultanément hier dimanche 28 janvier leur retrait unilatéral de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour mieux comprendre la situation qui prévaut dans cette région, suivons depuis Cotonou ce décryptage de Paul Amoussou, journaliste béninois, qui vient de s'entretenir avec notre collègue Jean Damascène Manichim. La CEDEAO en Afrique s'illustre plutôt bien en matière d'intégration sous-régionale, au point, vous le savez, d'inspirer le Maroc, qui n'est pas de la zone ouest africaine, à l'intégrer du fait des dynamiques en cours. Dynamique que le retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso que vous évoquez, ne remet d'ailleurs pas en cause, parce que le cas de la Mauritanie que vous avez souligné est assez édifiant à ce propos, car peu après son retrait, ce pays n'a eu de cesse de s'illustrer par des élans vers une réintégration. C'est vous dire que le choix que viennent d'opérer ces 3 pays actuellement est discutable. Et nous sommes, cela dit dans le cas de figure identique au Brexit, qui au moins a eu le mérite d'être négocié. Mais ici, c'est une rupture brutale, précipitée et unilatérale. Preuve que les jeunes qui en sont les auteurs ont d'autre but que de supposer divergences de fond avec une instance régionale, en l'occurrence la CEDEAO, qui n'a fait que recourir aux tests statutaires communautaires pour dénoncer les coups d'État, les putschs perpétrés. De fait, vous le savez, le Brexit s'est fait suite à un référendum populaire. Ce n'est pas non plus le cas ici. Les peuples nigériens, burkinabés et maliens n'ont pas été consultés. Ce sont les hommes forts du moment qui ont décidé de retrait d'une communauté sans respecter les procédures en la matière. Et maintenant, puisque vous le demandez, le retrait opéré par ces pays est lourd de conséquences, car ils sont tous enclavés et en tant que pays de l'interland,
ont besoin d'un accès marin pour commercer, effectuer des importations de nombreux produits vitaux qu'ils ne produisent pas, leur niveau d'industrialisation étant par ailleurs insignifiant. Oui. La CEDEAO, en tant qu'instance régionale d'intégration, offre des avantages régionaux dans la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes entre les pays membres. Ce retrait que nous notons priverait donc la population les populations de ces pays des avantages liés à ces accords. Par exemple, l'accès facilité au marché régional, la mobilité des travailleurs, les programmes de coopération régionale. Paul, si je vous comprends bien, ces 3 pays seraient plutôt les plus perdants. Ils sont les plus perdants, si vous retenez, ne serait-ce que c'est des pays enclavés, sans accès à la mer, et qui reposent sur les pays de la côte pour pouvoir commercer, pour pouvoir importer la majorité de produits essentiels et nécessaires. Donc, comment procéderont-ils dès lors qu'ils se mettent en marge à dos de la communauté qui offre des avantages préférentiels? Et alors, on se demanderait également, est-ce que ces pays ont un autre modèle de coopération alternatif à proposer pour améliorer la situation de leur pays? C'est ce que ces pays laissent croire. C'est ce que ces pays laissent croire à travers la création de l'Alliance des États du Sahel. Mais reposant sur quel modèle économique, avec usage de quelle monnaie et sur quelle stratégie. Je pense que jusqu'à présent, il y a eu plus de discours que de plans réels convaincants à ce propos. Et donc, voilà, on ne saurait le dire. Ils font des déclarations, mais la réalité sociale, économique, elle est tout autre, parce qu'il y avait une coopération régionale, une forme d'intégration qui existait et qui dès lors se trouve ébranlée du fait de cette situation, parce il ne faut pas le perdre de vue que certes que la CEDEAO de façon générale est ébranlée par cette situation confuse, mais si l'organisation sous-régionale est dans cette mauvaise passe aujourd'hui, c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faut retenir. C'est bien parce que les jeunes qui se sont accaparés de pouvoir au Mali, au Burkina, au Niger, n'entendent pas céder aux injonctions d'une brève transition formulée par la CEDEAO, mais aussi par le bon sens. Et préfèrent s'inscrire dans une logique de pérennisation au pouvoir en excluant toute perspective de retour raisonnable à l'ordre démocratique. Et il faut espérer que cette forme de dilatoire qui caractérise ces jeunes prenne fin rapidement et favorise la coopération sous-régionale, l'intégration telle que voulue par les pères fondateurs de la CEDEAO. Et alors, Paul, pour terminer, on peut se demander aussi, avec le retrait de ces 3 pays, est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO continuera à fonctionner normalement avec les pays qui restent? Absolument. La CEDEAO continuera à fonctionner. Vous avez observé que lorsque la Grande-Bretagne a opéré le Brexit, l'Union européenne continue toujours et de plus belle sur sa dynamique. Et la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne n'est pas des moindres, pourtant. Et aujourd'hui, les retours qu'on a sont quand même comme un sentiment d'un regret, d'un gâchis suite à ce retrait-là. Il en sera, j'en suis persuadé, de ces pays aujourd'hui où de plus en plus on est plus fort ensemble. Et donc, je crois que la CEDEAO va continuer à pérenniser ses acquis et travailler pour que, si je vous ai dit, en grippe, ces enfants prodiges reviennent rapidement au bercail. Oui, Paul Amoussou, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. L'intelligence artificielle a subi de nombreuses transformations ces dernières années avec un impact significatif sur la vie mondiale. Ci-après, voici 5 percées de l'intelligence artificielle l'an dernier. Il était avec Winnie Mouronziz. Tout d'abord, l'intelligence artificielle générative. Celle-ci a pris d'assaut le monde au début de l'année 2023 grâce à sa capacité à produire un discours semblable à celui d'un humain. Par la suite, de nombreuses œuvres générées par l'intelligence artificielle, telles que des images hyper réalistes, des compositions musicales et des productions vidéo ont vu le jour.
Deuxièmement, le traitement du langage naturel. Des technologies de traitement du langage naturel plus puissantes permettent à l'intelligence artificielle d'avoir des conversations avec des humains, de fournir des traductions en temps réel ou même d'analyser les sentiments humains. Troisièmement, les systèmes autonomes, les voitures sans conducteur, ont atteint un niveau d'autonomie plus élevé avec une sécurité ou une commodité accrue. Quatrièmement, l'informatique quantique. La puissance et les capacités des puces quantiques ne cessent de croître. En décembre 2023, une entreprise américaine a mis sur le marché un processeur quantique capable d'encoder jusqu'à 48 qubits logiques, le plus grand nombre à ce jour. Enfin, le développement durable fondé sur l'intelligence artificielle. Des algorithmes prédictifs sont utilisés pour prévoir les modèles de changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Et c'est par ici que nous bouclons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.